Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché préparation de séance européenne. Nous sommes le jeudi 29 juin. Bonjour à vous Frédéric, bonjour François, j'espère que vous allez bien. Jean-Yves que je salue également. François qui me demande l'USD CAD 1,30. Alors possible, le baril qui a progressé de 5% en 5 séances, donc tant que le baril est haussier, ça fera pression sur l'USD CAD. À noter aujourd'hui, l'euro est à un plus haut d'un an, il atteint les 1,14. Les banques et les technos sont de retour et font progresser Wall Street, la séance asiatique, et donc je suis bullish sur sur les indices européens aujourd'hui. Euh, alors, excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. Trader Forex et où les CFD impliquent un niveau de risque élevé ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes, omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, on prend la température du marché, on peut voir Dow Jones plus 0,68, S&P plus 0,88, Nasdaq plus 1,43. Le secteur de l'énergie qui hier a progressé pour la première fois depuis le rebond du pétrole. Ça faisait 5 séances que le pétrole progressait et c'est que hier que le secteur de l'énergie a été acheté. On a eu le retour du secteur technologique, enfin le retour, il y avait une petite pause après l'amende de Google, après le flash crash du 9 juin, voilà, il y avait un petit peu de patience sur ces valeurs-là. Hier, le Nasdaq a progressé de 1,43%. Le S&P tiré par les banques, le pétrole, les secteurs technologiques, le S&P 500 qui est, on va dire, le plus diversifié, le plus équilibré, eh bien, a progressé de 0,88 et s'inscrit entre le Dow Jones et le Nasdaq. Le rendement des taux américains à 10 ans a progressé de 1,05%, faisant pression sur le DXY qui se replie pour une troisième ou quatrième séance consécutive. Alors on va voir ça après, moins 0,32, il arrive sur des plus bas même avant l'élection de Donald Trump. Bonjour à vous François, bonjour Brigitte. Et pendant la séance asiatique, on a eu un repli du yen, ce qui a fait progresser forcément le Nikkei, le Hang Seng et le MSCI Asia Pacific qui étaient baissés de moins 0,24% à 8h15. Je pense que d'ici là, il est dans le vert. On va vérifier ça ensemble. Le gold qui progresse de 0,34%. Calendrier économique du jour, alors le marché fera attention à deux publications. L'indice des prix à la consommation allemande, l'inflation tout simplement, qui est attendu en légère baisse comme vous pouvez le voir ici. En annuel glissant, on a attendu à 1,4 contre 1,5%. À noter toutefois que sur le mensuel, vous voyez que le consensus tape sur une augmentation de la croissance, de l'inflation, pardon. On avait un repli pour le mois de mai de moins 0,2%, le marché tape pour 0%, donc il retape pour une hausse. Voilà. PIB brut annualisé sur les États-Unis en attente à 1,2% et dans la lignée de la précédente publication, tout simplement. Donc pas de progression, c'est voilà, publication plutôt neutre. Le graphique du jour, alors j'en ai pas trouvé de très sympathique au niveau des indicateurs économiques, donc je vous fais voir pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, ça c'est le graphique de rendement de l'Eurostoxx, du Dow Jones et du FTSE en euros, c'est-à-dire que si vous avez un compte par exemple de trading en euros, un compte titre, enfin peu importe, et que vous achetez de l'Eurostoxx, du Dow Jones ou du FTSE, eh bien c'est l'Eurostoxx qui sera le plus gagnant, voilà, qui vous fait gagner près de 28% on va dire. Le Dow Jones qui, si vous voyez avec forcément, hein, puisque le Dow Jones, quand vous achetez du Dow Jones, vous achetez en fait un compartiment d'actions qui est coté en dollars, et donc ensuite vous avez le taux de change, si vous avez un compte en dollars, qui affecte votre rendement. Pareil pour FTSE, quand vous achetez le FTSE 100, vous achetez des entreprises, des actions britanniques qui sont cotées en points, mais les points ça correspond à des livres sterling, et donc il faut toujours faire une conversion. Voilà, faut comparer. C'est assez intéressant de comparer ce type de données-là. Donc voilà, l'Eurostock qui superforme, si on met en euros ou en dollars ou en livres sterling, peu importe. Si on met tous les indices dans la même devise, l'Eurostoxx est l'indice qui superforme. Voilà, donc on a bien le retour dans la zone euro, en tout cas au premier semestre de l'année. Et ça, c'est les données depuis le début de l'année. Alors, on passe sur le marché. Alors, on va regarder le MSCI Asia Pacific rapidement. Voilà. Alors, données via Bloomberg, moins 0,24%, excusez-moi, donc inchangé. Alors, l'eurodoll, je voulais vous partager ce graphique, hein, donc je me suis permis de regarder ce graphique en mensuel. Alors, en hebdomadaire, excusez-moi.
Bon, en hebdomadaire, j'ai trouvé un canal descendant qu'on avait sur l'euro-dollar depuis, depuis les 2008. J'ai tracé une oblique baissière qui vient chercher tous les points bas du cours de l'euro-dollar, en tout cas l'historique que j'ai depuis 1994. Donc on a eu trois points de contact, un, deux, trois ici, le point bas. Donc ce qui en fait un bon niveau de support. À court terme, à court terme, c'est plutôt du moyen quand même, moyen long terme. On a une oblique baissière qui vient chercher tous les points hauts depuis la mi-2015, comme vous pouvez le constater ici, et qui va faire pression et on y arrive assez rapidement. Voilà. Donc concrètement, l'euro pourrait prendre des bénéfices sur cette oblique haussière. Avant, bien évidemment, moi je suis ferveur défenseur de la monnaie unique. Enfin, je suis bullish tout simplement sur la monnaie unique. 1,15 à 20, j'ai peut-être une position assez extrême en visant les 1,20 pour la fin de l'année. Mais voilà, c'est mon opinion. On est en bas du cycle de la politique monétaire. On sent bien que la BCE peut remonter ses taux dès l'année prochaine. On a des indicateurs économiques qui progressent malgré le ralentissement ces derniers mois à cause du repli du pétrole, mais ça c'est d'un point de vue mondial. Mais sinon on a vraiment la production qui repart, on a l'investissement qui repart, on a la consommation, l'inflation concrètement, la croissance. Voilà, on a le taux de chômage qui est orienté à la baisse. Certes, il n'est pas au niveau des anglo-saxons, mais voilà, il est orienté à la baisse. Donc concrètement, c'est des indicateurs qui clignotent de plus en plus dans le vert. Et c'est ça que le marché paye. C'est pas si les conditions sont parfaites, c'est plutôt trouver une nouvelle tendance. Voilà. Sinon, tout le monde paierait du dollar. Parce que la Fed, c'est la seule banque, pour le moment, c'est la seule banque centrale qui est dans un cycle haute dose des taux. Toutes les autres banques centrales majeures, je parle BOC, BOE, RBNZ, RBA, BCE, etc., etc., ils sont tous dans un cycle haussier, dans un cycle de baisse des taux, ou alors ils attendent. En tout cas, c'est une politique monétaire généreuse qu'ils ont. Voilà, donc sinon tout le monde paierait le dollar si on voulait avoir, si le marché s'intéressait à des devises qui sont dans des hausses des taux, tout simplement. Alors on regarde rapidement le Hang Seng Index, vous voyez plus 1% le Hang Seng, donc voilà, il rebondit sur les 25 630 points. Le Shanghai Composite, pareil, deuxième séance consécutive de hausse. Le Nikkei également, soutenu par la baisse du yen. Alors le Nikkei, il faut savoir que il revient sur des niveaux importants. Voilà, vous voyez, c'est un niveau, on arrive sur les 20 000, 21 000 points. 21 000 points, ça sera une zone assez de prise de bénéfice assez importante. Voilà. Donc là, on est à 20 220. Entre 20 000 et 21 000, c'est une zone, on va dire, où le cours risque d'osciller un petit bout de temps. À mon avis, au moins tout l'été. Tout l'été, excusez-moi. Donc voilà. Pour ce qui est de la séance asiatique, on regarde rapidement l'USD Yen. Alors l'USD Yen qui progresse. Alors c'est pas l'USD qui progresse, c'est surtout le Yen qui se déprécie parce que si on regarde le DXY, vous voyez comment le DXY, alors il s'est en 3 séances, le DXY s'est déprécié de 1,77%. Donc le dollar s'est déprécié face à le panier des devises majeures de 1,77%, ce qui est juste énorme et c'est aussi pour cela que on a une hausse de l'euro. Parce qu'on le sait, on a une corrélation totalement négative entre l'euro et le dollar. Les propos de Mario Draghi mardi a attiré les investisseurs. C'est quelque chose que le marché n'attendait pas. Je vous rappelle, Mario Draghi a annoncé au Portugal que les forces déflationnistes se sont transformées en forces reflationnistes. Donc concrètement, on n'a plus du tout de sentiment baissier pour la zone euro que voilà. Concrètement, on est en train de rebondir. Cette phrase montre bien que l'inflation, euh, les risques déflationnistes sont totalement effacés en zone euro. Donc c'était le principal facteur qui impactait la zone euro ces dernières années. Et donc un facteur essentiel majeur qui a été effacé, eh bien c'est un euro qui s'apprécie et que le marché eh bien du coup délaisse le dollar. Voilà, donc DXY baissier, vous pouvez voir qu'on revient sur des plus bas datant de fin septembre, début octobre 2016. Donc ça fait quand même pas mal de temps que on n'a pas vu ce niveau de prix. L'euro, il revient sur un plus haut d'un an. Voilà, l'euro dollar, on aura une forte zone de résistance, donc on a cette oblique baissière, je vous le rappelle.
En plus de cela, on a une résistance mensuelle à 1,1434. Donc voilà, on est à 10 pips près d'une zone de résistance. Moi, je vous avoue que personnellement, alors je ne suis pas positionné sur l'euro, mais si je devais l'être à court terme, je prendrais des bénéfices sur cette zone-là parce qu'on n'est pas à l'abri d'un échec, un retour sur les 1,12, 1,1250 et ensuite que ça reparte à 1,17, 1,20 par exemple. Voilà, en tout cas, je suis sur du moyen long terme haussier et voilà, mon avis ne change pas. Mais bon, quand on voit un momentum comme celui-là, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici. On a eu un momentum haussier, consolidation pendant 2 semaines, mouvement haussier, consolidation pendant un mois, mouvement haussier en à peine une semaine. À mon avis, on va avoir une stabilisation autour des 1,14, 1,15. Voilà, en tout cas, c'est mon opinion. Euh, de plus, si on regarde l'euro GBP, comme vous pouvez le voir, concrètement, il consolide. Si on regarde l'euro CAD, donc le CAD qui est une devise qui est la plus forte ces derniers temps. Alors, pourquoi j'avais... Alors, l'euro CAD, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de tendance. Bon, c'est légèrement haussier. Moi, j'ai un scénario haussier, comme vous pouvez le voir, jusqu'à 1,5258. Mais honnêtement, ça va être compliqué. Si vous êtes dedans, si vous êtes à l'achat et que vous êtes en bénéfice, personnellement, je prendrais des bénéfices. Le pétrole peut encore rebondir bien au-dessus des 45 dollars du niveau de prix qu'il est actuellement environ. Donc ça pourrait continuer à faire pression sur l'euro CAD et l'euro arrive sous résistance, comme on peut le voir sur l'euro dollar. Donc concrètement, à court terme, je pense que l'euro CAD a potentiellement fait un point haut et qui peut revenir sur les 1,47. Voilà, donc on annule cet objectif haussier. Pour ceux qui l'ont pris, donc c'était à ces environs-là, donc il n'y a pas de perte, mais il n'y a pas vraiment de gain, donc voilà, il n'y a aucun bénéfice sur ce scénario-là. Alors on continue sur les paires majeures, je reviens rapidement sur l'SDN, donc vous pouvez voir que cette hausse de l'USDN n'est pas due au dollar US, mais vraiment à la faiblesse du yen qui en ce moment est encore plus baissier que le DXY. On l'a vu, le DXY s'est déprécié de 1,77% en 3 séances. Le yen, si l'USDN progresse, c'est-à-dire que le yen s'est déprécié encore plus. Voilà. Donc l'USD-yen est neutre, ces 2 dernières séances, il y a des doji, 112,24, donc c'est signe d'incertitude. USD-CAD, alors, est-ce qu'on peut venir à 1,30? Oui, là on est à 14 pips, honnêtement, un 30, ça sera atteint. La question je pense c'est est-ce qu'il y aura un rebond sur un 30 ou est-ce qu'on va la dépasser? Écoutez, pour le moment la tendance elle est extrêmement baissière, il y a des moyennes mobiles à 20 jours, il y a la moyenne mobile à 50 jours. Si on se met en weekly, on a une moyenne mobile à 20 et 50 jours qui commence à s'abaisser. En mensuel, qu'est-ce que nous avons? Alors, bon, en mensuel, on n'a pas d'indication. Alors, moi, je pense que, de toute façon, ça atteindra un 30, pour être honnête avec vous, François. Je pense qu'on peut venir même toucher les 1,2972, 1,2923, mais en fait, ça sera baissier tant que le pétrole sera haussier. Donc, pour cela, il faut regarder le cours du pétrole. Le cours du pétrole est en train de marquer sa 6e séance consécutive de hausse, sans action de l'OPEP, avec un restockage de pétrole. Donc en ce moment, le pétrole ne réagit pas forcément de façon... Enfin, le marché ne paye pas le pétrole de façon très logique. On a eu un restockage, ça a payé du pétrole. Regardez, on a eu la plus grosse journée de pétrole qui s'appréciait de... Alors, pétrole qui s'est apprécié hier de plus de 2,72%, alors qu'on a eu un restockage. C'est pas forcément très logique. D'ailleurs, ce rebond, il n'est pas justifié, dans le sens qu'on n'a aucun chiffre fondamental macroéconomique qui justifie ce rebond. C'est un rebond purement technique. Donc voilà, honnêtement, je ne connais pas la fiabilité de ce rebond. Moi, mon avis, c'est j'attends un retour sur 40 dollars pour payer le pétrole. Voilà. Après ce rebond, d'un point de vue technique, on casse une clôture mensuelle ici. Donc concrètement, la prochaine zone de résistance sera les 46,66. Voilà. Actuellement, il est à 45 et quelques. On casse un saut psychologique.
une clôture mensuelle, donc c'est un fort signal de hausse. Et voilà, direction 46,66 normalement, donc l'USD CAD il devrait être sous pression. L'euro est haussier et donc empêche le dollar américain de s'apprécier. Donc voilà, l'USD CAD, je pense qu'il peut s'enfoncer encore plus bas des 1,30, 1,2923. Personnellement, je prendrai mes bénéfices là-dessus. Mes positions short, je les couperai à 1,2923. Voilà. Après, si on a une cassure, si l'euro-dollar casse s'il casse pardon l'oblique baissière qu'on a vu juste avant, si le pétrole casse les 46,66, alors ça descendra beaucoup plus bas. Mais voilà, les deux indicateurs pour analyser l'USD CAD, c'est selon moi l'euro-dollar, parce que il y a une corrélation négative entre l'euro et le dollar US. Donc si l'euro progresse, c'est-à-dire que le dollar américain baisse. Donc faites une analyse sur l'euro-dollar. Si l'euro-dollar casse des niveaux de résistance, c'est des signaux haussiers pour l'euro et donc baissiers pour le dollar US. Et pour ce qui est pour le dollar canadien, il faut regarder le pétrole. Si le pétrole casse des résistances, c'est positif pour le pétrole, c'est donc positif pour le dollar canadien, et ça fait donc pression sur l'USD CAD. Voilà, donc l'USD CAD sera baissier tant que l'euro-dollar sera orienté à la hausse, et tant que le pétrole sera orienté à la hausse. Voilà. D'un point de vue technique, le RSI ne donne pas de divergence avec le prix. Donc pour cela, on est un petit peu à l'abri. D'un point de vue weekly, le RSI est clairement orienté à la baisse. En journalier également. En 4 heures également. Voilà, donc on n'a pas vraiment de divergence, donc c'est bon signe. C'est plutôt c'est signe d'une tendance plutôt saine. Voilà, donc 1,30, personnellement, je ne paierai pas les 1,30, je paierai. Enfin, en tout cas, je prendrai mes bénéfices sur 1,29, 1,3 et j'attendrai de voir comment réagit le pétrole et l'euro-dollar. Voilà. Si vous avez d'autres opinions, n'hésitez pas à les publier hein, dans les questions et c'est aussi ce point de marché est aussi fait pour ça, c'est pour échanger les points de vue parce que c'est assez intéressant voilà, d'échanger des points de vue tout simplement. Alors on continue GBP/USD, donc la livre qui est extrêmement haussière depuis la semaine dernière. Vous voyez qu'elle revient sur les 1,30. Alors attention, la livre, elle est sous résistance. Si on regarde le GBP/USD, on est à 1,30. C'est un niveau de prix on a marqué un plus haut à 1,30 et quelques, mais bon, c'est un niveau de prix que la livre n'a pas dépassé depuis un an, enfin depuis septembre 2016. Donc on arrive sur une très forte zone de résistance. On a une, deux, trois résistances mensuelles. On a un seuil psychologique. Une zone testée déjà 2 fois au mois de mai. L'euro GBP est concrètement près d'un niveau de support. Donc l'euro pourrait rebondir. En tout cas, la livre pourrait ne plus faire pression. Si on regarde alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Le GBP CAD, parce que le CAD est extrêmement fort. GBP CAD, il est neutre. Oui, il n'y a pas vraiment de tendance. Il y avait une tendance baissière. Là, ça consolide, on a une divergence, on n'a pas de divergence haussière, on n'a rien. En fin de compte, sur le GBP4, on n'a rien à tirer de cette analyse. Enfin, avec pour la livre sterling. Mais en tout cas, l'euro GBP est sur niveau de support, le GBP USD est sous niveau de résistance. Donc attention, on pourrait voir une prise de bénéfice du marché à court terme, tout simplement parce que la livre se trouve à 1,30. Voilà. Donc moi personnellement, je m'abstiendrai de continuer à acheter la livre. En tout cas, si moi je ne traite pas la livre, vous savez que c'est selon moi, c'est un peu le casino. Hein. Il n'y a pas vraiment de facteurs qui justifient cette hausse. Enfin, à part que Theresa May a indiqué que les droits européens, enfin les résidents européens au Royaume-Uni seront sauvegardés même après le Brexit. Enfin pour ceux vivant actuellement en tout cas. Euh, je ne vois pas pourquoi on a cette hausse. Peut-être l'alliance avec le parti unioniste irlandais, mais honnêtement, enfin j'ai du mal à voir, à comprendre pourquoi on a cette hausse sur le GBP. J'attribuerais plutôt cette hausse du GBP parce qu'on a une baisse on a une baisse du dollar US et que l'euro et la livre, eh bien, ils sont plutôt corrélés. Si on regarde GBP USD et on compare avec l'euro dollar, voilà, on peut regarder sur une année par exemple. Vous voyez, globalement, on n'a pas le même momentum, mais globalement, ça réagit de la même façon. On a une hausse de l'euro dollar,
consolidation du GBP, c'est difficile de payer le GBP. Mais en tout cas, une baisse de l'euro-dollar, baisse du GBP USD. Stabilisation du GBP USD, stabilisation de l'euro-dollar. Hausse de l'euro-dollar, GBP USD, bon, plutôt haussier. Je ne dis pas que c'est une corrélation parfaite parce que bien évidemment on a le Brexit qui impacte la livre, mais on a une constante commune entre l'euro-dollar et le GBP USD qui est le dollar US, et on peut voir concrètement qu'on a une similarité, en tout cas on peut trouver des points communs entre l'euro-dollar et le GBP USD. Voilà. Donc on a une petite corrélation entre le GBP et l'euro, donc forcément le dollar qui est baissier, l'euro qui progresse, la livre qui progresse également. Voilà, donc d'un point de vue technique, moi je justifierais, en tout cas je pense que ça contribue également à cette hausse. Bonjour à vous Pascal. Donc voilà, moi GBP-USD, personnellement GBP, je prendrais mes bénéfices sur les 1,30. On va faire un tour des scénarios en cours hein, sur les paires mineures, AUD Yen. Moi vous savez que je suis acheteur AUD, acheteur NZD, vendeur Yen, vendeur dollar. Donc AUD Yen, scénario atteint, 85,52. On est même sous résistance maintenant. Bon, l'AUD Yen de toute façon, comme je l'ai dit, hein, on peut même remettre un scénario. Voilà, l'AUD Yen, c'est ce scénario-là maintenant. Voilà, scénario haussier, tout simplement parce que eh bien, le yen, c'est pas une devise qui est achetée. Si on regarde d'un point de vue hebdomadaire, mensuel ou depuis le début de l'année, il y a deux devises qui sont vendues. C'est le yen et le dollar. Si vous regardez les paires forex mineures, les devises mineures les moins performantes, on retrouve à chaque fois le yen et le dollar. Depuis une semaine, depuis un mois, depuis le début de l'année. Donc sur du court, moyen et on va dire long terme, on a le yen et le dollar qui est vendu. Et on a trois devises qui sont achetées, qui sont l'AUD, le NZD, l'euro. Ce sera sur du court, moyen ou long terme. Voilà, donc restons dans le sens de la tendance. L'AUD yen, c'est direction 88 yen. Donc objectif atteint, je le rappelle, AUD USD. Voilà, donc on avait cet objectif qu'on avait donné hier, 0,77, ça ira même probablement beaucoup plus haut, hein, ça ira à 0,7755. Laissez-moi un petit peu regarder mon graphique hebdomadaire. Donc là on a une forte zone de résistance, bon, on va rester sur les 0,77. On passe sur le NZD, donc NZD Yen. NZD Yen, c'est direction 82, donc je ne sais plus c'est quand que j'avais donné le signal haussier, mais je pense que c'était par ici. Je mettais pas les flèches encore à l'époque, entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, la tendance elle est saine. Regardez le RSI, il est clairement orienté à la hausse. Il progresse doucement, mais il continue de progresser. On a vraiment un momentum haussier. Voilà, regardez le nombre. Depuis le début de la tendance haussière qui a débuté le 19 mai, on a eu que 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances de baisse. 6 séances de baisse sur... Alors, voilà, donc on a fait le point bas ici. 6 séances de baisse sur 29 jours. Sur 29 séances. Ouais, donc c'est important, c'est vraiment une bonne performance. Donc NZD Yen, c'est chercher les 82, c'est ira même chercher. On regarde le graphique hebdomadaire pour voir si on n'est pas sur des niveaux de résistance. Bon, on est sur des niveaux de résistance, mais voilà. Celle-là, je peux la remettre en. Voilà, on va la mettre en rouge. Et la résistance se fera ici, la prise de bénéfice. 82, 84. Donc je relève l'objectif pour le NZD Yen. NZD USD, la tendance repart, donc on avait une divergence qui n'a pas été validée. C'était une divergence qu'on avait remarquée en début de semaine et qui est invitée à la prudence, mais qui n'était pas validée parce que la divergence parce que le RSI n'avait pas cassé 50. Voilà, donc là, il semble repartir à la hausse. Le NZD qui progresse grâce à la baisse du dollar. Et donc NZD USD, c'est direction 0,11385. Voilà. CAD Yen, alors CAD Yen c'est un
c'est une tendance très bullish grâce au pétrole et à la faiblesse du yen. Je constate une oblique baissière qui vient chercher les plus hauts depuis la fin de l'année 2016. Et voilà, on s'y approche. Donc, personnellement, je pense qu'il peut aller plus haut que cette oblique-là. Tout va dépendre du pétrole, encore une fois. Si le pétrole continue de progresser, on ira chercher bien plus haut. Maintenant, si le pétrole ralentit, le canadien, le dollar CAD arrêtera de progresser et on verra probablement une stabilisation ou un repli. Voilà, en tout cas le CAD-yen, on s'approche des niveaux de résistance qui sont ici. C'est des niveaux, ces deux lignes horizontales en rouge sont des clôtures mensuelles et sont donc des niveaux, comme vous pouvez constater auparavant ici, également ici. Voilà, ils avaient été tracés avant ces niveaux-là, avant que le cours vienne sur, avant que les mois de mai, avant que le cours soit au mois de mai, excusez-moi. Donc ces lignes étaient tracées et vous pouvez voir que le cours a assez bien réagi sur ces niveaux de prix. Donc on peut s'attendre globalement à la même chose sur les 87 yens et 86,50. Voilà donc pour ce qui est du Forex, moi j'ai pas de nouvelles paires à vous proposer. On a réajusté les objectifs haussiers sur NZD, l'AUD face au yen et au dollar. Mais voilà. Ah oui, l'euro-yen, pardon. L'euro-yen, donc on est venu atteindre l'oblique, enfin cette résistance à 128. Là concrètement, bon je vais pas donner un scénario parce qu'on est plus qu'à 170 pips. Bon, quoique 170 pips, ça peut être intéressant. Mais voilà, l'euro-yen pour moi, ça, on ira chercher les 130. Je ne pense pas qu'il ira les chercher très très rapidement. Euh, je suis plutôt d'avis qu'il y aura une consolidation étant donné que l'euro-dollar arrive sous résistance. Donc on a potentiellement une prise de bénéfice qui va se faire sur la monnaie unique. Et donc l'euro-yen risque de se stabiliser. Mais une fois qu'il reviendra, qu'il fera par exemple un pullback sur son oblique haussière en bleu ici, eh bien ça sera, je pense, une excellente opportunité pour passer à l'achat et viser les 130. Voilà, donc moi ce que j'aimerais voir, c'est ce genre de scénario. Voilà. Dès qu'on a un retour sur cette oblique haussière en bleu, je passerai acheteur pour viser les 130. Tout simplement. Et voilà, écoutez, c'est un petit peu les paires à acheter. Hein. À très court terme, le CAD, mais faut garder un œil sur le pétrole. Et sinon, l'AUD, le NZD, l'euro, quoique l'euro arrive sous résistance, mais l'AUD et NZD sont des bonnes paires, sont des bonnes devises à acheter face au yen et au dollar. Alors, on passe sur les indices boursiers. Le CAC qui progresse de plus 0,06%. Voilà, donc l'objectif CAC de la journée, on va le voir ensemble. Donc on a un rebond. Vous voyez que les 5002 qui avaient été donnés hier hein, pendant le webinaire, eh bien, il est presque été atteint. Un bon niveau de support, le 5002, seuil psychologique. Moi, je pense que le CAC 40, malgré son rebond en intraday, il va rester inscrit dans son canal descendant encore pendant plusieurs semaines. Voilà, je pense qu'il reviendra sur les 5122 de cet été et que 5122, concrètement, ça pourrait être une bonne zone de prise de bénéfice, une bonne zone pour acheter. Voilà, on n'y est pas encore. Je ne dis pas qu'il faut acheter à 5122 aveuglement, mais voilà, dès que le cours reviendra sur le niveau de prix, honnêtement, la question se posera et je vous inviterai à participer, à me rejoindre dans ce webinaire pour échanger les points de vue, mais je pense que ce sera un très bon niveau de support. Voilà, donc en intraday, je pense que le CAC, alors, il ouvre avec un gap haussier, il retrace. La résistance majeure sera à 5283 qui correspond au plus haut de l'année 2015, je vous rappelle. Donc là, on a une forte zone de résistance. Donc si on vient à 5284, honnêtement, prise de bénéfice. Maintenant, un bon niveau d'achat. Écoutez, court terme, un achat, ça me semble assez compliqué. À la rigueur, les 5250. Si on le met un petit peu en évidence, les 5250, on va le mettre en bleu parce qu'on l'a déjà mis, en orange. Vous voyez qu'en orange,
5250, c'est un niveau de prix où le cours, eh bien, a l'habitude de rebondir. Voilà, soit il casse et c'est direction une tendance baissière, ou soit ça rebondit. Voilà, je dirais même, c'est même pas les 5250, on peut même tracer une zone ici. Voilà. Voilà, je dirais même que c'est cette zone. Vous voyez. Donc si on est sur cette zone, on a un potentiel de rebond. Si on la traverse, c'est direction 5200. Je pense que nous sommes tous d'accord. Donc, si le cours revient à 5250 T1, enfin 5250 concrètement, plutôt préféré position achetée direction les 5283. Et si ça casse les 5236, c'est direction 5200. Voilà, concrètement, c'est le scénario. Donc là, on est sur un pivot. Je pense à un niveau de prix qu'on peut considérer comme pivot, c'est-à-dire qui va indiquer la tendance. Alors, on va tracer ça ensemble, on va faire un joli graphique. Voilà. Moi, je suis plutôt d'avis 5150. Dès qu'on évolue, tant qu'on évolue au-dessus, c'est haussier jusqu'à 5283. Si on est en dessous des 5236, c'est baissier direction les 5200. Voilà pour le CAC. Le DAX réintègre son oblique haussière qui vient chercher les points bas depuis le mois de novembre 2016, après avoir rebondi sur les 12 141 qui est un niveau de support qu'on avait communiqué alors hier. Voilà, donc ceux qui ont acheté 12 541, écoutez, félicitations à vous. Il réintègre donc son canal ascendant en place depuis la mi-mai. Également l'oblique haussière qui soutient le prix depuis novembre 2016. Alors, on va chercher un niveau de prix. Je vous avoue que sur le DAX, ça va pas être simple. Alors, on va tracer ensemble les niveaux de clôture hebdomadaires. Alors, j'en vois un premier ici. Alors, donc les indices qui sont globalement supportés par le pétrole, qui sont supportés par la hausse des taux obligataires américains, le rendement qui progresse, c'est-à-dire des banques qui progressent, et enfin le secteur technologique. Voilà. Donc on a les cycliques, tout simplement les banques, qui soutiennent le DAX. Et enfin tous les indices tout simplement. Donc là on a des niveaux de résistance à 12 633, 12 716. Alors des faibles niveaux de résistance, je vous l'accorde. Donc voilà, attention à ces niveaux de prix là. Haussier jusqu'à 12 733, 12 750 globalement, mais plus haut ça me semble assez compliqué pour le DAX. Après on peut avoir des bonnes surprises, si on a l'indice des prix à la consommation qui sera publié tout à l'heure, s'il ressort meilleur que ce que prévoit le consensus, alors on aura un DAX qui sera soutenu et qui ira chercher probablement les 12 800 points. Voilà, le DAX et tous les autres indices européens. L'Eurostoxx, prise de bénéfice sur les 3550. Concrètement, on peut voir qu'il stagne un petit peu entre les 3528 et 3550. Le niveau de support à payer, donc celui d'hier, c'était 3500 points. Voilà, 3500, c'est un bon niveau de support. Un bon niveau de support. Si on a un pullback 3528 en intraday, ça pourrait être intéressant. Encore une fois, tout va dépendre de l'inflation. Si l'inflation, enfin l'indice des prix à la consommation allemande ressort, déçoit le marché, donc ressort moins bon que ce que prévoyait le marché, eh bien l'Eurostoxx s'enfoncera probablement en dessous des 3528. Et à l'inverse, si la publication soutient, soutient tout simplement le marché, ressort meilleur que ce que prévoit le consensus, eh bien ça soutiendra les indices européens, l'euro, en bref tous les actifs de la zone euro. Et ça sera donc direction à 3554. Prise de bénéfice à 3554 en intraday.
Alors on passe sur le gold et enfin le pétrole. Le gold, on peut voir qu'il se stabilise hein, globalement autour des 1250 depuis les 2-3 derniers jours. On va se mettre en daily. Voilà, on peut voir que depuis une semaine, globalement, on est autour des 3550. 1250, excusez-moi. Le RSI n'indique aucun signal aussi, enfin il n'y a pas de divergence haussière en tout cas. Le graphique 4 heures, il n'y a pas grand chose à faire je pense sur le pétrole. En tout cas moi je n'ai pas d'avis quand je vois ce type de graphique. En tout cas d'un point de vue technique, on a une ligne tendance une oblique haussière qui vient chercher donc les points bas. Alors, on va bien tracer cette oblique baissière, cette oblique haussière. Donc on trace cette oblique haussière qui vient chercher tous les points bas depuis le 15, enfin fin décembre 2016. Et vous pouvez voir qu'on a eu un rebond sur celui-ci. Donc on a cette oblique qui supporte pour un moment le cours. L'objectif, ça serait globalement un retour. Donc on a une tendance baissière ici. On va tracer les Fibos. Donc si on considère qu'on a fait que c'est une tendance baissière, on a un premier niveau de résistance, donc qui n'est pas ici. Voilà, à 1258 d'après Fibonacci. Et vous pouvez voir que le rebond alors non, on ne peut pas considérer ce rebond comme bon parce que le point bas n'avait pas encore été fait. Mais si on met notre point bas ici, ouais non, c'est pas très efficace pour cette tendance baissière. Bon, le gold globalement en intraday ça devrait être une stabilisation. Il n'y a pas vraiment de facteur qui fait progresser le gold. On n'a pas d'aversion au risque aujourd'hui, donc globalement il devrait rester stable à 1250 $. Et enfin le pétrole, eh bien écoutez, les stocks de pétrole sont ressortis hier en restockage, alors qu'ils étaient attendus en déstockage. On a eu plus 2% sur le pétrole hier. Il n'y a pas vraiment de facteur qui soutient cette tendance haussière. D'un point de vue technique, on est arrivé dans une zone de survente. Le cours a rebondi. En weekly, on n'a pas eu de divergence haussière. En mensuel, je pense que c'est pareil. Vous pouvez voir qu'en mensuel, on a 4 mois consécutifs de baisse. En H4, alors en H4, on avait une légère divergence haussière. Voilà, honnêtement, il n'y a pas grand chose qui soutient le pétrole. À noter qu'en H4, le baril WTI arrive sur un niveau de résistance assez élevé. Regardez un petit peu ici. C'est un niveau de résistance où le RSI bute depuis le début du mois d'avril. Donc attention à l'affaiblissement du momentum qui pourrait avoir lieu dans les prochaines séances. D'un point de vue journalier, on pourrait avoir une poursuite sur du moyen terme, mais voilà, à court terme, le RSI 4 heures nous invite à la prudence. Concrètement, l'objectif haussier pour le pétrole, étant donné qu'on a eu la cassure des 45 $, qui est le seuil psychologique, mais qui est également une clôture mensuelle, eh bien c'est un signal haussier direction 46,66. Le RSI journalier est toujours en dessous de 50. En cas de cassure de 50, ça sera un troisième signal haussier pour le baril WTI. Voilà. Donc attention, souvent le baril, enfin souvent le RSI peut buter sous 50 et repartir à la baisse. Donc attention, là on s'approche d'un niveau, je pense, enfin le RSI 4 heures, il est en excès, le RSI journalier s'approche de 50, donc attention. Voilà, simplement. Alors moi je n'ai plus rien à rajouter, je vois qu'il n'y a plus de questions. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci à vous pour votre attention. Nous nous retrouvons sur cdalfx.fr pour la poursuite des analyses tout au long de la journée. Merci à vous pour votre attention. Excellente journée. Au passage, je vous annonce que la semaine prochaine, il n'y aura pas de point de marché de 9 heures. Il n'y aura que les points de marché de Yoav Nizar l'après-midi. Donc voilà, je serai absent la semaine prochaine.
Mais je le répéterai pour ceux qui n'ont pas entendu, je le répéterai demain dans le prochain point de marché. Merci à vous pour votre attention et excellente journée.